Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on attend juste 2 petites minutes de voir que tout le monde se connecte. En attendant, là, sur la première slide, vous avez les tests de connectivité. Donc, vérifiez que vous êtes bien connectés, qu'il n'y ait pas de soucis, que vous nous entendiez bien, que vous nous voyez bien. Alors, en attendant que les autres continuent à se connecter, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc déjà, on va se présenter. Donc moi, je suis Noémie Père, je suis infirmière en santé au travail. Aujourd'hui, c'est moi qui vais gérer un petit peu, si vous avez des questions, tout ça dans le chat, sur la partie droite, en fait, vous avez un chat qui vous permet effectivement de poser des questions. Ou si vous avez des problèmes de connectivité, n'hésitez pas. Je vais laisser mes collègues se présenter aussi. Moi, je suis spécialiste infirmière en santé au travail. Et Samuel Ladia, je suis interne en médecine du travail et je vais présenter quelques parties du webinaire d'aujourd'hui. Allez, parfait. Donc, pour vous présenter un petit peu le webinaire d'aujourd'hui, donc il a été fait en lien avec la Journée nationale de l'audition, puisqu'aujourd'hui c'est la journée nationale. Donc mes collègues vont vous présenter tout ce qui est anatomie de l'oreille, les effets sur la santé. Ils vont vous parler aussi de l'exposition au bruit et de la réglementation qui a en lien. Ils vous exposeront tout ce qui est conseils de prévention aussi et les dépistages en lien. Donc moi, je vais me déconnecter, c'est eux qui vont vous présenter ce webinaire. N'hésitez pas, je reste disponible sur le chat pour répondre à vos questions. Bon webinaire à tous. Merci. Allez, on va débuter du coup. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on est sur les Journées nationales de l'audition. Débuter. Hop. De quoi parle? Donc, on va débuter par présenter un peu l'appareil auditif et l'anatomie de l'oreille. Donc, l'oreille et l'appareil auditif, qu'est-ce que c'est? Par quoi est-ce que c'est représenté? D'abord, il y a donc l'oreille, ce qu'on appelle l'oreille externe, qui est représentée du coup par le pavillon et le conduit auditif externe. Le pavillon de l'oreille, donc c'est un organe qui est fait à partir de cartilage, et le conduit auditif. Donc le conduit auditif, il a un rôle assez important. Déjà, tout d'abord, il protège l'oreille moyenne, avec un angle particulier. Il conduit les sons jusqu'au tympan et il les amplifie. Ensuite, après le conduit auditif, on arrive au tympan. Le tympan, en fait, c'est une membrane qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. Et son rôle, c'est de capter les variations de pression sonore, comme le ferait, en fait, par exemple, un microphone. Après le tympan, on arrive du coup à l'oreille moyenne, qui est composée de 3 osselets. Le rôle de ces osselets, en fait, c'est de transmettre les mouvements du tympan jusqu'à l'oreille interne. Donc, il y a les mouvements du tympan qui sont faits avec que le bruit fait bouger, qui sont transmis jusqu'à l'oreille interne. Enfin, l'oreille interne, là, elle est composée de 2 organes principaux. Donc, il y a tout d'abord la cochlée qui va nous intéresser aujourd'hui, et le vestibule. Donc, la cochlée, c'est vraiment l'organe de l'audition. Son rôle, c'est de transformer l'énergie mécanique, c'est-à-dire les mouvements des osselets, en énergie électrique et les transmettre au nerf cochléaire, donc au nerf de l'audition. La cochlée est composée de cellules sensorielles qui ont une triple action, qui amplifient les vibrations qui lui parviennent par les osselets, qui analysent ces vibrations et qui les orientent vers les bonnes fibres nerveuses. Donc, c'est des vibrations pour des sons aigus ou graves et qui les envoient vers les fibres nerveuses qui vont détecter les sons aigus ou graves. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle transforme l'énergie vibratoire en influx nerveux. Donc, l'énergie mécanique en énergie électrique. Ensuite, depuis la cochlée, on a le nerf auditif qui part vers les aires cérébrales. On peut aller au prochain slide. Donc, le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est des vibrations de l'air.
donc qui se propage sous forme d'ondes acoustiques, comme on peut le voir sur le schéma en bas à gauche. Et chaque son est défini en fait par une amplitude, donc l'amplitude qui sera calculée en décibels, c'est ce qu'on entend souvent, et une fréquence en hertz. Pour l'homme, par exemple, les sons audibles, ils vont de 20 à 20 000 Hz. Et les fréquences de la parole, quand vous discutez avec votre entourage, on est sur des fréquences de 100 à 6 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on est dans les infrasons. Au-dessus, on est dans les ultrasons, dont on parlera très peu aujourd'hui. Voilà, on peut passer au prochain slide. Merci. Donc là, c'est ce qu'on appelle les échelles de niveau de bruit qu'on présente aussi aux salariés, qu'on leur donne. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, déjà 0 décibel, donc c'est-à-dire les amplitudes. 0 décibel, c'est le bruit le plus faible qu'une oreille humaine peut percevoir. Après, 50 décibels, c'est les niveaux habituels de conversation, comme c'est ce que j'ai actuellement. On définit 80 décibels, on le définit comme le niveau de nocivité. Une journée de travail à 80 décibels, c'est le niveau de nocivité, c'est à partir de là où il faut commencer à mettre, par exemple, les bouchons d'oreille. Et enfin, 120 décibels, là, c'est des sons qui provoquent une sensation douloureuse. Par exemple, enfin, même 140 décibels, ça serait le décollage d'un avion. Après, pour avoir un autre exemple, c'est ce qu'on indique sur le schéma à droite. 80 décibels, c'est les voitures sur le boulevard périphérique, quoi. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Donc, on va faire un petit point sur la réglementation. C'est quelque chose qui concerne, qui est important pour les employeurs. Il faut savoir que le Code du travail encadre l'exposition au bruit et elle a classé ce bruit suivant 3 niveaux d'exposition. Donc, on a des chiffres qui concernent l'exposition moyenne quotidienne, donc sur une durée d'environ 8 heures d'exposition au bruit, et des bruits qui correspondent à une exposition instantanée à des bruits courts qu'on peut noter, qui sont notés comme des niveaux de R. Donc, le premier seuil, donc le premier niveau d'exposition, ce sont des bruits inférieurs ou égaux à 80 décibels donc sur une exposition quotidienne, avec une exposition instantanée qui peut aller jusqu'à 135 décibels. Ça, c'est un premier seuil qui va déclencher des premières actions de prévention. Donc, qu'est-ce qu'on a comme première action de prévention? Mettre à disposition des protections contre le bruit, informer et former les salariés sur des risques de cette exposition. Et il peut être aussi réalisé des examens complémentaires lors des visites en santé au travail, donc notamment des examens de dépistage des audios. Le deuxième seuil d'exposition, c'est des bruits pouvant aller jusqu'à 80 décibels en exposition moyenne et jusqu'à 137 décibels en exposition instantanée. Donc, ce deuxième seuil déclenche également des actions, mais qui vont être plus importantes, avec des actions correctives qui doivent être mises en œuvre rapidement. Donc là, ces obligations au niveau de l'employeur, c'est établir et mettre en œuvre un programme de mesure de réduction de bruit, signaler les endroits concernés et limiter leur accès, rendre obligatoire le port de protection individuelle contre le bruit et exercer une surveillance médicale renforcée. Le dernier seuil, c'est quand on atteint un niveau de 87 décibels en exposition moyenne, sachant que cette exposition c'est un dépassement qui est interdit. Cette exposition ne doit pas être dépassée. Il faut prendre des mesures immédiates de réduction de bruit. Voilà le petit point au niveau de la réglementation. On peut passer aux effets sur la santé. Alors, ouais, les effets sur la santé.
Donc, il y a plusieurs effets qui ont été retrouvés, plus ou moins nocifs. Donc, tout d'abord et principalement, ce qu'on peut retrouver, c'est de la fatigue auditive. Donc ça, c'est plutôt suite à une exposition à des bruits intenses, on peut souffrir temporairement à des sifflements ou des bourdements. C'est ce qu'on appelle fréquemment des acouphènes, et c'est associé à une baisse de l'acuité auditive. Donc ça, c'est quelque chose de temporaire, et avec lorsqu'on n'est plus exposé au bruit, normalement, on a un retour de l'acuité auditive normale. Ensuite, il y a la surdité. Donc la surdité, c'est plutôt suite à des expositions à des niveaux de bruit intenses, mais de manière prolongée, qui détruit petit à petit les cellules ciliées. Les cellules ciliées de l'oreille interne, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce qui est présent dans la cochlée. Donc ça, par contre, ça conduit à une surdité qui sera irréversible. Actuellement, la surdité, on la soigne pas, on peut l'appareiller, donc on amplifie les sons et on fait en sorte que la cochlée puisse les recevoir, mais on va pas soigner les cellules ciliées qui ont été détruites. Donc il y a 3 types de surdité qu'on retrouve. Donc la surdité légère, là normalement le salarié ne se rend pas compte de sa perte auditive parce que les fréquences qui sont les premières détruites, les premières fréquences que l'on n'entend plus, c'est des fréquences qui sont assez élevées, c'est aux alentours de 4000 ou 6000 Hz. C'est pas des fréquences que l'on a lorsqu'on discute, quoi. Et c'est là que l'audiomètre est assez utile parce que c'est des choses que nous, lorsqu'on fait l'audiométrie, on est capable de les déceler. Ensuite, il y a le stade 2, donc c'est les surdités moyennes, où les fréquences aiguës de la conversation sont touchées. Là, on peut le percevoir sur des discussions de tous les jours. Et le stade 3, là, c'est une surdité profonde et irréversible. Et le sujet n'entend plus. Il faut savoir que la surdité, c'est reconnu dans le tableau 42 des maladies professionnelles. Et par exemple, en 2018, il y a eu environ 600 maladies professionnelles déclarées. Ensuite, il y a le traumatisme sonore aigu. Là, c'est un bruit soudain, très intense, qui peut entraîner une surdité brutale. C'est-à-dire que le souffle que peut entraîner ce bruit soudain, il peut aller jusqu'à percer le tympan et entraîner, dans le pire des cas, des lésions des cellules de la cochlée. Ensuite, il y a le choc acoustique. Donc ça, c'est quelque chose qui est rare et imprévisible. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les centres d'appel. Donc c'est un niveau de bruit intense, court, qui est reçu dans un casque audio, en fait. Donc c'est vraiment sur les opérateurs des centres d'appel, et ça peut conduire à des traumatismes sonores. Donc là, il y a une prise en charge particulière sur ces accidents. Il faut vraiment orienter les salariés vers un ORL. Et après, d'un point de vue prévention, c'est utiliser des protecteurs particuliers sur les casques audio. Et enfin, il y a tout ce qui est effets généraux, mais qui ne sont pas négligés non plus. Donc, le bruit qui peut favoriser les accidents de travail, parce que ça va masquer les signaux d'alerte. Les troubles cardiovasculaires, ça, il y a plusieurs études qui démontrent que chez les salariés qui sont exposés à des bruits, en particulier imprévisibles, on a de l'hypertension. Les troubles du sommeil également. Le bruit qui est un facteur de stress, en particulier s'il est chronique et encore une fois s'il est imprévisible. Et baisse des performances cognitives. Donc là, on estime que lorsque des tâches qui nécessitent de la mémoire à court terme, par exemple, si on est à un seuil inférieur à 40 à 50 décibels, on peut les faire. Au-dessus, c'est plus difficile pour avoir un travail où on est concentré. Voilà, je peux laisser la parole à ma collègue. Alors, d'autres éléments qui vont à savoir, c'est au niveau de l'exposition sur la santé, c'est que les effets du bruit ne dépendent pas uniquement de l'intensité sonore, mais également du temps d'exposition. Donc, on a un petit tableau en haut qui montre les préconisations qui mettent en corrélation le niveau d'exposition au bruit, le niveau sonore avec la durée d'exposition. Donc, ce petit tableau, il est important. Autre chose, quand un salarié est exposé à 2 niveaux de bruit différents. Donc, par exemple, le salarié qui est exposé à 2 machines, une qui a un niveau sonore de 80 décibels, l'autre, par exemple, de 100 décibels,
Il faut savoir que le bruit le plus fort masque le bruit le moins fort. Donc, le salarié sera exposé à un niveau sonore de 100 décibels. La machine est la plus forte. Par contre, quand il est exposé à deux niveaux sonores avec le même deux niveaux sonores identiques, deux machines qui font par exemple 80 décibels chacune, là, il y a une petite échelle de bruit une petite calculette qui peut se retrouver sur Internet. Donc 80 décibels, 80 décibels, il est exposé à un niveau de 83 décibels. Dernière chose, l'atténuation en fonction des distances. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait peut-être facilement en entreprise. Il faut savoir que quand on multiplie la distance en fonction de l'émission sonore, donc si on la multiplie par 2, donc on se recule, on est à 1 mètre de distance de la machine, on se recule à 2 mètres, on diminue de 6 décibels le niveau d'exposition. Si on multiplie par 4 la distance, on diminue de 12 décibels. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui peut être conseillé aux salariés de s'éloigner de la machine qui fait du bruit pour diminuer le niveau sonore d'exposition. On va passer donc à la fatigabilité auditive. C'est aussi quelque chose d'important. En fait, on a voulu faire un petit focus sur les personnes qui travaillent en open space et donc qui sont soumis à du bruit qui n'est pas d'une grande intensité, mais qui peut entraîner de la fatigabilité auditive. Il faut savoir que l'insatisfaction dans un open space est liée pour 25% au bruit qui rend difficile les conversations téléphoniques. Il compromet l'intimité et il rend impossible une concentration soutenue. Donc, les sources majoritaires de bruit dans les open space sont les bruits de conversation. Il y a des travaux qui ont été récents, qui ont été faits sur le bruit et qui dit que tout bruit inintelligible engendre une gêne importante. Donc, il y a des normes maintenant par rapport à la conception ergonomique des espaces de travail qui recommandent, donc, dans les locaux où l'activité principale est constituée par des communications verbales, le niveau sonore ne doit pas dépasser 55 décibels. Il faut savoir que dans un bureau, le niveau ambiant sonore est de l'ordre de 50 à 70 décibels. Et l'exposition au casque environ 3 à 4 fois par jour est de l'ordre de 70 décibels. Ce qui est quand même important. Il faut savoir qu'un aspirateur a un niveau sonore de 70 décibels. Donc, c'est ce qu'un opérateur subit 3 à 4 heures, s'il est soumis à une exposition 3 à 4 heures par jour. Cette ambiance sonore, elle est non souhaitée, intrusive, perturbante et incontrôlable. Et donc, elle entraîne à la longue un épuisement. C'est ce qu'on voit donc dans les effets sur l'organisme de cette exposition au bruit. Donc, les effets sont la baisse de concentration, la baisse de la performance, du stress et de la fatigue. Qu'est-ce qu'on peut recommander pour limiter ces effets? Donc, au niveau de l'aménagement des locaux, on peut installer des plafonds qui ont une bonne qualité acoustique, utiliser des cloisonnettes, prendre garde aux réflexions latérales. Donc, ce sont des réflexions de bruit qui peuvent être faites par les murs et les vitres. Prévoir des petites salles de conférence, des petites salles de réunion qui sont moins bruyantes et prévoir des salles de pause où le salarié peut s'isoler et peut du coup faire des petites pauses auditives. Après, il y a tout ce qui est règles de bonne conduite. Donc, c'est respecter le silence et la discrétion pour favoriser la concentration de ses collègues. Ne pas parler trop fort. Se déplacer pour aller discuter plutôt que d'interpeller quelqu'un, donc en parlant très fort. Communiquer par mail plutôt que par téléphone. Éviter les va-et-vient répétitifs. Utiliser systématiquement les salles de réunion à proximité pour des discussions à plusieurs, plutôt que de discuter dans les locaux où la personne va être en communication à côté. Régler la sonnerie de son téléphone au minimum et sortir de la pièce pour des appels personnels. Voilà, c'est des petites recommandations que l'on peut faire pour les personnes qui travaillent en open space.
L'intérêt de la prévention. Alors, c'est vrai que l'utilisation de protection individuelle et comme les bouchons d'oreille est souvent le premier réflexe en entreprise. Or, le port d'équipements de protection individuelle doit venir en complément d'aménagement collectif. Donc, c'est vrai qu'il faut favoriser la protection collective et ensuite on passe sur de la protection individuelle. Donc tout ça, si vous souhaitez avoir un accompagnement individualisé, vous pouvez en faire la demande auprès de votre service de santé qui peut vous accompagner pour mettre en place toutes ces actions de prévention. Comment on peut agir au niveau de la prévention? Donc, on peut partir sur 3 axes de prévention. Donc, agir d'abord sur la source. Ça va être des choix d'équipements, d'outils, de machines qui vont être moins bruyants. C'est aussi travailler sur la suppression ou le remplacement des équipements qui sont les plus bruyants. Faire attention à tout ce qui est maintenance périodique des installations. Donc, que ce soit bien mis en place pour limiter le bruit. Après, il peut y avoir tout ce qui est limiter les irrégularités du sol qui entraîne aussi beaucoup de bruit. Le deuxième axe, c'est l'axe de propagation du bruit. Donc là, comment ça se passe? C'est tout ce qui est traitement acoustique du local, cloisonnement, écran acoustique, encofrement des machines, par exemple. Donc la mise en place de vitrages d'ouvrants qui ont de bonnes caractéristiques d'isolation acoustique. Après, on peut aussi traiter tout ce qui est ouverture, avec la mise en place de tunnels, de rideaux en lanière acoustique. Le cloisonnement permet de confiner les sources bruyantes dans un espace fermé par la mise en place de cloisons hermétiques. Et il y a aussi tout ce qui est écran acoustique. L'écran acoustique, c'est un obstacle qui permet d'atténuer le niveau sonore. Il peut être envisagé lorsque l'encombrement ou le cloisonnement n'est pas possible. Le dernier axe, c'est l'axe réception. Donc là, c'est tout ce qui est éloignement de la personne par rapport à la source bruyante et l'équipement en protection individuelle, donc qui arrive en dernière position. Par rapport à toutes ces différentes protections, donc il faut savoir qu'un équipement bien porté, c'est jusqu'à 20 décibels de diminution. Ça ne doit pas empêcher la communication. La protection auditive, elle est efficace si elle est bien portée. C'est-à-dire qu'elle est portée 100% du temps d'exposition au bruit. Même pour une exposition courte à un bruit, l'important c'est de mettre sa protection auditive avant l'exposition et de l'enlever à la fin. Donc, les protections individuelles contre le bruit, elles reposent toutes sur le même principe, c'est former un obstacle entre la source du bruit et l'appareil auditif. Donc, on distingue 2 catégories de protection, de matériel. Donc, il y a les protecteurs avec des coquilles qui englobent le pavillon de l'oreille et qui forment donc cet obstacle. Et ils se déclinent en 3 types. Donc, il y a les casques anti-bruit qui sont aussi appelés serre-tête. Donc ça, ce sont les 2 coquilles qui sont reliées par un arceau qui passe au-dessus de la tête. Ensuite, il y a les coquilles serre-nuque. Donc c'est le même principe, 2 coquilles, sauf que l'arceau, au lieu de passer au-dessus de la tête, il va derrière la nuque. Et ensuite, il existe des casques où sont montées directement les coquilles. Donc ça, c'est à essayer, c'est à voir en fonction des besoins et puis du confort de chacun. Et la deuxième protection, ce sont les bouchons d'oreille. Alors là, il en existe de multiples. Il y a les bouchons en mousse, les bouchons moulés. Donc là aussi, c'est à discuter en fonction du budget et en fonction des besoins des salariés. Un petit point important auquel on ne pense pas forcément, il faut faire attention à la surprotection. Donc, dans le cas où un salarié est exposé à de fortes intensités, il est primordial de le protéger suffisamment, mais de ne pas le surprotéger. En effet, selon la norme NF-EN 458, le niveau résiduel perçu sous protecteur ne doit jamais être inférieur à 70 décibels.
C'est-à-dire, on voit sur la petite échelle qu'une protection entre 70 et 75 décibels, elle est satisfaisante. Entre 75 et 80, elle est acceptable. Bon, après, quand on dépasse 80 décibels, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est insuffisant. Par contre, si on descend en dessous de 70 décibels, elle est excessive. Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, il ne faut pas trop isoler le salarié de son environnement sonore et il faut faire attention de ne pas le mettre en danger parce que des salariés qui sont surprotégés ne vont pas percevoir les signaux d'alerte, par exemple une alarme ou un klaxon, et la personne qui sera surprotégée va avoir tendance à enlever ses protections auditives. Alors, le dépistage, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a 3 types de surdité, trois niveaux de surdité, qui va de légère à profonde. Nous, l'objectif, lorsqu'on fait des audiométries ici, aux salariés, c'est de surtout retrouver s'il y a une surdité légère, donc quelque chose qu'on ne détecterait pas dans la vie courante, mais grâce à l'audiométrie qu'on pourrait retrouver. Alors, ce qu'il faut comprendre rapidement sur le schéma qui vous est présenté, c'est que ce qu'on dit audition normale, en fait, c'est par rapport à votre âge. Donc, on prend des gens de votre âge, on calcule, on leur fait des audiométries, puis on retrouve une courbe, et nous, on essaye de voir pour chaque personne qu'on voit s'il suit cette courbe ou pas. S'il ne suit pas la courbe, en fait, sur des surdités légères, on retrouve des baisses de l'acuité auditive sur des fréquences qui sont sur les fréquences aiguës, quoi, aux alentours de 4000 Hz. Donc c'est ça qu'on essaye de retrouver. Si jamais on retrouve à l'audiogramme une surdité dès le stade 1, on peut ainsi orienter assez tôt le salarié vers un médecin ORL de préférence, et on lui conseille le plus tôt possible, du coup, de porter les EPI adaptés. Et ainsi, en fait, pouvoir orienter le salarié le plus tôt possible, ça ralentit l'évolution de cette surdité, et on évite de se retrouver avec des salariés avec des surdités de stade 2 ou 3 grâce à ça. Voilà, pour le dépistage, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. On a fait un petit peu le tour du sujet, donc on vous laisse quelques minutes sur le chat si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Nous organisons régulièrement des webinaires sur différents thèmes. Donc le prochain traitera des TMS et des RPS, donc de risques et traitements liés. Donc, vous pouvez aller sur le site du SSTMC, vous aurez un calendrier avec tous les prochains webinaires, et puis vous recevrez également une lettre d'information qui vous permettra de vous inscrire aux prochaines sessions. Voilà, je rebondis sur les questions qui avaient été posées. Le PowerPoint ne sera pas transmis. On vous explique pourquoi. Parce qu'effectivement, il s'accompagne de nombreuses explications qu'ont fait mes collègues. Et c'est vrai que sur le PowerPoint, on ne retrouve pas toutes ces explications qui sont quand même importantes. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien de la Journée nationale de l'audition. Vous allez retrouver énormément d'informations sur l'audition. Vous pouvez retrouver les échelles de bruit, tout ça. Et s'il vous manque effectivement des supports, n'hésitez pas dans le chat à nous en parler. On essaiera de trouver effectivement ce qui est nécessaire pour vous. Voilà. On vous remercie pour votre attention. On espère vous retrouver pour d'autres webinaires. On va vous dire au revoir et se déconnecter, mais on reste disponible quelques minutes encore sur le chat s'il y a des demandes particulières pour vous répondre. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre attention. Au revoir.